Vous êtes réunis IES à l'initiative d'HF Île-de-France, engagé EES pour la parité dans la culture. Notre événement est accueilli par la Cité Audacieuse. La Cité Audacieuse Sororité. Voilà, c'est un lieu qui vient d'ouvrir à Paris et qui a pour vocation d'accueillir les associations de femmes. Voilà, et nous sommes retransmis sur Facebook et YouTube, c'est pour ça que voilà la caméra. Voilà. Vous êtes donc conviés EES à participer, EES à ce grand loto. Participer quand même. Participer ER. À ce. On y arrive, non, ça faut pratiquer. À ce grand loto des artistes oubliés EES. On y est. Alors, est-ce qu'il est besoin de rappeler les règles? Oh, je serais peut-être pas mal. Oui, ça se voit quand même. Alors c'est fascinant, vous allez voir. On tire des numéros. Vous avez des numéros sur vos petits cartons. Quand vous avez un numéro, vous êtes content. Vous prenez un petit papier, vous mettez sur le petit numéro. Si vous n'avez pas le numéro, vous êtes triste, mais vous attendez le second tirage. Vous aurez peut-être le carton. On précise, ce sont des lignes horizontales. Donc c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. On a eu des relatifs qui nous ont fait des verticales. Là, horizontales. Voilà. Et donc, quand vous avez le numéro, vous dites G. Hein, c'est un peu actif. Dès qu'on a un numéro, c'est G, même s'il y a 15 G, c'est pas grave. Et après, quand on a la quille, on dit Kin. Comme ça, direct, on vous repère. Ok? C'était les cotillons et les petits pommes. Et une kin égale Un lot. Voilà, parce qu'on ne voulait pas attendre les cartons pleins, etc. Donc à chaque fois, on joue juste pour une ligne horizontale. On répète une kin et paf, vous avez un lot. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Alors, donc vous êtes venus pour jouer, pour gagner. Vous allez gagner quoi? Des lots inouïs. Des lots dont vous n'avez jamais entendu parler. Des lots d'artistes oubliés EES qui sont passés EES à travers les mailles ES du filet. ET. Alors, quand on s'est mis à travailler là-dessus, en fait, on ne pensait pas en trouver autant. Et en fait, c'est un truc de dingue parce que notre recherche va juste du Moyen-Âge à maintenant, c'est juste des Françaises. Et en fait, on commence par en trouver 10, puis on en trouve 100, puis on en trouve 1000, et puis on se dit, mon Dieu, voilà, c'est. Ça ne s'arrête jamais, c'est sans fin. C'est sans fin. C'est sans fin. Et en fait, c'était assez choquant pour nous. Parce qu'on ne se doutait pas du tout que ça puisse être aussi abyssal. Bah, en fait, on avait pas mal d'a priori parce qu'on se disait que si elles avaient été oubliées, c'est parce qu'elles étaient un petit peu. Bon, c'était peut-être pas. C'était mauvaise, en fait. Pas folichon, pas folichon. Voilà. Ou alors on se disait qu'elles n'avaient pas forcément des destins vraiment extraordinaires. On pense Rimbaud, Verlaine. D'ailleurs, qui vient d'entrer au Panthéon? Voilà. On pensait aussi qu'elles étaient peut-être pas si connues que ça de leur vivant. Voilà. Hein. Alors qu'en fait, elles étaient très connues. En fait, c'était international. Enfin, c'était des stars. Littéralement des stars. Voilà. Et nous, on n'en connaissait aucune. 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 On connaissait personne de toutes ces femmes. Louise Michel, quand même. Non. Stichel. Et oui, subtilité qui en dit long sur la liste Stichel qui vend pour le coup. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on en trouvait une, on se disait à chaque fois, mais c'est parce que c'est pas bon. C'est parce que c'est à chier. Oui, à chier, disons-le. En tout cas, très mauvais. Voilà. Et puis en fait, on a lu, on a écouté. Et en fait, C'est vachement bon. c'est sublime. C'est juste magnifique. Et là, on a ressenti un manque, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, elles en chient 5 fois plus que les hommes. Elles y arrivent. Et qu'au final, on les oublie quand même. Voilà. C'est systématique. Oui, C'est l'histoire. On appelle ça l'histoire ou la marche de l'histoire. Un rouleau compresseur, paf, à chaque fois, elle sort. Voilà. Donc c'est un petit peu violent pour nous. Ça l'est toujours. Hein, c'est pour vous dire pourquoi de nos gueules. Bon, bah, c'est parti. Et on va quand même y aller. Ouais, On va quand même pas. Du coup, je vais me coller. Le tirage. Les filles, c'est censé être un jeu de loto, donc on... Oui, mais- absolument. On met la patate. Ok, alors je commence. Tu le fais. Non, faut continuer. Il a pleuré? Non. Bon, ok, c'est parti. Attention, attention, premier tirage, mesdames et messieurs. Attention, vérifiez bien vos grilles. Hop, 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 c'est une main innocente qui tire, si vous voulez. Le 3, Le numéro 3. vérifiez bien vos grilles. 3, J'ai. le 45. Le 45. Le 28. Le 28. J'ai. Ce soir, cette histoire, le 58. 58. Attention, le 12. Ah,
a priori comédienne. Oui. Et en fait, ce qui nous a profondément choqués pendant nos réflexions autour de ce travail, c'est qu'on s'est rendu compte que parmi les autrices dramaturges classiques, en fait, on ne connaissait pas d'autrices Bah non, parce que quand on est en cours de théâtre, on apprend dans les classiques Molière, Racine, Corneille, voilà. Et en fait, voilà, il y a un gros désert de ce point de vue-là. Alors, ceci est un message pour vous, les copains et les copines, professeurs, professeureuses de française et de théâtre. Il existe des dramaturges formidables, contemporaines de Molière. Nous en avons d'ailleurs sélectionné 2 pour vous. On va commencer tout de suite avec Françoise Pascal, ici présente, donc contemporaine de Molière. Et alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette bonne dame, elle a écrit des farces qui ont été jouées partout en France, qu'elle a été jouée même la première femme à être jouée par des troupes professionnelles, qu'elle a aussi été peintresse et pas juste à faire des peintures comme ça. Elle a peint le portrait de l'archevêque de Lyon, donc ça n'est pas rien non plus. Et malgré tout, la bonne dame, elle est absolument connue au bataillon. Et elle a fini même de son temps, de son vivant, et elle est morte, seule avec un perroquet, une servante et une chatte. Marie, tu peux parler mais ça l'empêche. D'accord. Alors donc, mesdames et messieurs, les professeurs et professeureuses de français, regardez, ça coûte 7 €, ça s'appelle Le Vieillard amoureux, c'est de Françoise Pascal. C'est super drôle, c'est vachement bien, ça change un petit peu des fourberies de Scapin. Et c'est sympa, c'est en plus hyper innovant parce que ça parle d'un travestissement, ça parle en fait d'un vieillard qui tombe amoureux d'un homme qui se travestit en femme. Donc c'est quand même assez original pour l'époque. Mais attends, je le fais. C'est là qu'on se dit, je n'ai pas tout le temps. Là, sur la jambe de bébé. Allez, les pistes de lecture. Ah oui, les pistes de lecture. Donc 3 pistes de lecture par rapport à ce qu'on vient de dire, le vieillard amoureux, c'est le travestissement comme ressort comique dans la farce du XVIIe et aussi pour une société inclusive, la sexualité des personnes âgées. Il faut en parler. Allez donc, Pauline Biardot, la compositrice, elle avait 4 bien moins. J'espère que vous n'avez pas tous des reflux parce que sinon, ça c'est bon. On voulait parler aussi de Madame de Villieu, c'est ça? Madame de Villieu, première femme jouée à la cour. Elle est où? Elle est là. Elle est ici, Madame de Villieu. Elle a écrit une pièce qui s'appelle Le Favori, jouée pour la troupe de Molière. Et 8 mois après, c'est une pièce sur les courtisaneries, les intrigues de courtisans à la cour, relations entre roi et favori, etc. Et donc Molière joue ça. Et 8 mois après, il écrit Le Misanthrope. Voilà. Et si on prend les premières scènes à chaque fois, c'est très très inspiré de Madame de Villieu. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. La littérature c'est que ça. Hein. Ouais, si en soi c'est pas un problème. Sauf que Molière, tout le monde s'en souvient, Madame de Villieu, tout le monde s'en fout. Voilà, et comme dit Hachef, on n'est pas que des muses, donc les professeurs et les professeresses de français, allez-y, lisez et faites étudier, écoutez. Alors ça c'est l'idéal d'amour précieux, voilà, si vous voulez un thème de leçon. Alors oui, votre disgrâce attire mon amour, parce que en fait le roi a exilé mon cadre, et là c'est son amoureuse qui lui parle. L'Indamir, et qui lui dit, vous n'étiez pas à moi, Seigneur, avant ce jour. Les soins de cet état vous occupaient sans cesse. Vous étiez à lui plus qu'à votre maîtresse. Votre cœur, possédé par tous ces soins divers, me confondait souvent avec tout l'univers. Cette confusion en amour est fatale. Je te rends grâce, exil, tu m'ôtes ma rivale. C'est pas moins bien que Racine? C'est pas dégueu, hein. Non, c'est pas mal. Et la meuf, elle écrivait tellement bien que son amant a vendu toute leur correspondance intime à un éditeur pour se faire 3 mois, vu que c'était une star à l'époque. Donc il a fait un carton. Femme la plus lue de France à l'époque, Madame. Voilà. Alors, mademoiselle, nous sommes... Madame, nous sommes ravis aujourd'hui de vous remettre ce magnifique ruban pour le club très sélect des précieuses. C'est notre livre d'entrée vers vous aussi. Vous êtes précieuse, madame. Vous êtes précieuse. Voilà, on retient juste qu'elles sont ridicules, c'est ce qui nous est resté de la postérité de Molière, les précieuses ridicules. Mais en fait, elles ont fait pas mal de trucs. Vous savez que c'est dans les salons, dans leur salon, qu'est née l'idée de l'Académie française, par exemple. Vous savez qu'elles avaient contribué à enrichir le vocabulaire avec des mots incroyables. Oui. Excusez-moi, Madame de Villieu a été montée l'année dernière par une femme metteuse en scène à l'épée de bois. Génial. Qui s'appelle Aurore Evin. Aurore C'est ça. Evin, et qui Absolument. C'est grâce à elle qu'on l'a rencontrée. Et c'est grâce à son édition. Absolument. Il faut faire à l'affût de ce que fait Aurore Evin, parce qu'elle monte des pièces comme ça. C'est vrai, et elle se bat. Et elle est en train d'en monter une là au matrimoine à Montluçon. Elle est formidable, et elle est aussi chercheur. Et c'est grâce à elle, parce que c'est dans son édition qu'on a pu découvrir ce texte. Merci madame. Merci.
Alors, on n'allait pas faire tout un remerciement à toutes les femmes qui nous ont précédées parce qu'on intervient dans une grande lignée. Voilà, et il y a effectivement des noms à retenir comme ça, Aurore, Evin, Pisté, et allez voir, comme ça vous entendrez du Villedieu, bien joué, bien monté. Enfin, voilà. Et donc, tu étais en train de parler des mots de vocabulaire, hein, comme enthousiasme et anonyme. Voilà, et ça nous a beaucoup fait rigoler parce qu'on s'est dit, nous les artistes, on parle souvent, artistes femmes, au départ on a un grand enthousiasme et puis on finit complètement nul. Voilà. Elles ont aussi réinventé l'orthographe. Par exemple, c'est elles qui ont enlevé le H de auteur, parce qu'avant auteur ça s'écrivait auteur. Et en fait, c'est pareil, vraiment rigolo de se dire que elles ont réinventé l'orthographe d'un mot qui leur a été juste complètement refusé, puisque à l'époque, être auteur, écrire, c'était juste apparenté à de la prostitution. Oui, vous avez bien entendu. Qui est quand même extrêmement comique parce qu'on s'imagine un peu la situation. Alors ma chérie, tu montes. Pour 10 € je te fais un résumé. Pour 50 € t'as la préface et pour 100 € je te fais la totale avec les notes de bas de page. Mais ça te dit un petit peu couillon. Ok, deuxième tirage. Et deuxième tirage, mesdames et messieurs, attention, attention, soyez aux aguets. Le 71. Ah, le 41. Le suspense est à son comble, le 10. Le 7. Ah, les taux se resserrent. Le 9. Le 89. Le 89. Personne n'a le 89. Le 89, personne ne l'a. Attention, le 25. Et le 54. Oui, j'ai. Ah, et on a peut-être une petite ligne quelque part. Oui. Moi, je vous ai dit ces mots qui vont prendre tout dans mon parcours. Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire. J'écris pourtant. J'adore cette phrase. Qu'est-ce que vous cherchez, chérie? On avait prévu un autre au début. Ah, une intro, c'est ça? Il est là. Ah, Un texte. Il est là. si. C'est bien, il est là. Ah non, voilà. Attendez, on va le trouver. Où est-il, ce petit texte? Non, on n'a pas perdu un truc. Alors là, on a perdu un truc très important. La petite feuille jaune? Faites diversion, Marie, faites diversion. Ok, alors là, on est un peu dans le caca. Eh ben, je peux commencer l'intro avec ce qu'il me reste, ce dont je me souviens. À la prime aurore du 19e siècle, en l'année de guerre 1801, une petite caravelle française fait voile vers les Indes occidentales, naviguant 40 jours et 40 nuits à travers l'immense océan. Sur le pont, deux silhouettes de femmes, étroitement appuyées l'une contre l'autre, dans l'angoisse qu'elles éprouvent lorsque les vagues sautent par-dessus bord, comme des bêtes sauvages. Deux femmes frêles et maladives, une enfant de 14 ans, blonde et délicate, une petite madone avec à son côté sa mère soucieuse. Les tempêtes secouent le fragile esquif et le soleil des tropiques darde son ardeur sur les voiles repliées. Quand par un calme plat, le chétif navire se balance sous l'étouffante chaleur de l'océan aux frémissements infinis. La nuit, les étoiles inconnues brillent au-dessus du pont, où elles vont et viennent, inquiètes et sans amis. Maintes fois, la jeune fillette chante de sa faible voix argentine des romances pour rassurer sa mère, pour consoler sa mère. Et cette dame-là, c'est Marceline Desbordes, poétesse, dont la phrase qui lui est donc attribuée, les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire, j'écris pourtant. C'est vraiment dommage qu'on ait perdu les papiers parce que j'allais vous en citer pas mal et là je les connais même pas de tête. Alors je suis très déçue parce que c'est vraiment une rencontre énorme qu'on a faite. Quand on l'a découverte, on s'est dit c'est pas possible, pourquoi on n'a pas étudié ça à l'école? C'est incroyable. Et en même temps on avait l'impression de l'avoir toujours connu. Comme si on était sûr qu'il y avait une femme qui avait déjà écrit ça quelque part dans l'histoire de la littérature. Et ce que vient de lire Marie, c'était Stefan Zweig qui l'a écrit. Et Zweig, il raconte en fait un destin incroyable de cette femme qui est au départ une enfant, avec sa famille qui a été complètement ruinée. Et ce qu'il raconte dans cet extrait, c'est le voyage qu'elle fait avec sa mère jusqu'en Guadeloupe. Et elle arrive en Guadeloupe pour trouver un oncle qui devait peut-être essayer de leur sauver la situation. Là, l'oncle est mort parce qu'il a été tué par une révolte.
Et ensuite, sa mère, en Guadeloupe, attrape une fièvre qui la terrasse, la mère meurt. Et la jeune fille de 14 ans refait le voyage retour en France, pendant 40 jours sur un bateau, toute seule. Elle a tout perdu. Elle fait du théâtre, elle tombe amoureuse de façon complètement folle et disproportionnée. Et elle écrit, elle a un art poétique que Rilke décrit mais merveilleusement bien. Elle a cet art des mots simples. Vous savez, pas l'art de la langue très étudiée, elle est étrangère à tout ça. L'art des tout petits mots, des mots familiers, des mots du quotidien. Il dit des mots divins qui font pleurer. Et d'ailleurs, on l'appelle Notre-Dame des Pleurs. Exactement, parce que de quoi elle parle? Elle parle de ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire un destin. Quand on se dit, tiens, elles n'ont pas des destins qu'on pourrait retenir, c'est incroyable, parce qu'elle a des enfants, mais elle perd tous ses enfants. Incroyable. Elle lutte toute sa vie. Et elle parle de la grossesse, elle parle de la peur de vieillir, elle parle de comment on peut se sentir capable d'aimer à nouveau après avoir tant aimé dans sa vie. Elle parle de tellement de thèmes qui ne sont jamais convoqués dans la littérature. Mais parce qu'ils sont féminins, ils viennent d'un point de vue et d'un cœur féminin. Et là, on peut parler de notre female gaze. Donc dans ce livre écrit par Iris Bray, Le regard féminin et l'évolution à l'écran. Donc c'est un livre qui s'applique au cinéma, à l'écran. Voilà, mais ça peut s'appliquer à tous les arts. Et donc la définition que Iris Bray donne du female gaze, il existe un regard féminin ou female gaze, un regard qui nous fait ressentir l'expérience d'un corps féminin à l'écran. Ce n'est pas un regard forcément créé par des artistes femmes, c'est un regard qui adopte le point de vue d'un personnage féminin pour épouser son expérience. Voilà. Et donc nous, cette autrice dont vous n'entendez rien là, on a bien conscience, mais tant pis, vous irez regarder par vos moyens. On a quelques petits... Moi j'ai un petit extrait, je veux bien, celui des enfants. Vas-y, dis celui sur les enfants. Je vais le dire à la petite gagnante. J'ai des enfants. Leur voix, leurs haleines, leurs jeux soufflent sur moi l'amour qui m'alimente encore. J'ai pour les regarder tant d'âme dans les yeux. Mon étoile est si bien nouée à leur aurore. On m'a blessée en vain, je ne veux pas mourir. J'ai semé leur printemps, je dois les voir fleurir. Et elle ne les verra pas fleurir en plus. Non, c'est vraiment Notre-Dame des Pleurs. Moi, j'en ai un pour toi là. Vous qui souffrez, je vous prends pour mes sœurs, pleureuses de ce monde où je passe inconnue. Et il y en a un autre, moi, qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il me fait Ton mantra. un peu beaucoup penser à moi. Il n'y a rien de plus sincère que mon cœur, je ne puis le donner qu'en donnant ma vie. Elle est sensible. Oui, c'est joli. Et ça, pourquoi on n'apprend pas à l'école? De quoi être sensible? Aussi. Et donc pourquoi on n'apprend pas le destin de quelqu'un pour lequel Sainte-Beuve lui-même disait ce n'est pas un poète, c'est la poésie même. Et Stéphane Zweig raconte que Balzac montait 4 à 4 les 130 marches, parce qu'elle habitait dans des appartements miteux, tout en haut des immeubles, pour aller dire à Marceline combien il l'adorait. Victor Hugo, adolescent, l'acclamait. Et nous, on est au courant de rien. Et elle était dans une humilité totale. Elle ne trouvait jamais que ce qu'elle avait fait était bien. Et Zweig dit elle tressait des couronnes pour d'autres fronts que les siens. Et elle n'avait pas d'autre ambition que d'être abeille et mourir dans les fleurs. C'est joli. Mais lisez Marceline Desbordes, c'est une beauté. Et c'est extrêmement musical en fait, c'est des vers qui sont très musicaux déjà parce qu'elle a chanté, parce qu'elle a de toute façon une musicalité dans la tête et dans le cœur. Et du coup, elle a inspiré beaucoup de musiciens, artistes comme Eric Satie, comme Camille Saint-Saëns, n'importe quoi, et qui, comme Pascal Obispo, comme Julien Clerc, ce magnifique poème, Les Séparés, vous connaissez tous cette chanson, toutes et tous. N'écris pas. Bon voilà, ça c'est pas du tout Julien Clerc, c'est de Marceline Desbordes vraiment. Ouais. Alors du coup, nous. Et nous on s'est dit qu'en fait, du coup, ça nous inspirait aussi. On avait envie d'en faire un. Toi qui ris de nos cœurs prompts à se déchirer, rends-nous notre ignorance ou laisse-nous pleurer. Promets-nous à jamais le sommeil, la nuit même. Oui, la nuit à jamais, promets l'amour. Je l'aime avec ses astres blancs, ses flambeaux, ses sommeils. Son rêve errant toujours
fragile que l'on, nos âmes s'en allaient chanter autour du monde, lorsqu'avec moi promise aux profondes amours, nous n'épelions partout qu'un mot, toujours, toujours. Et attention, troisième tirage. Et voilà, attention messieurs, dames, on se concentre sur les grilles. Alors, le numéro 11, s'il vous plaît. Ah, léger. Le numéro 96. J'ai pas. Le numéro 16. J'ai. Ah. Oula la main, c'est pas loin. Très bien. Je continue. Oui. Qui? Ah oui, oui. Alors. Mais il n'y a pas de kin. Le 15. Oui, qui? Ah, qui kin? Deux kin, double kin. Il y en a Deux trois. kin, triple kin. Ah non. Qui? Qui la première à avoir levé la main, c'est ça? Bah oui, c'est la demoiselle. Attention maintenant. Vous allez bientôt remporter ce gros lot, mais pour l'instant, nous allons tenter de définir Rachid. Rachid qui est donc ici. Rachid, c'est un ovni. Rachid, on peut dire que c'est une autrice. Ouais, enfin, vraiment, elle se définissait comme homme de lettres. Oui, d'accord. Mais on peut dire que c'est une autrice féministe. Non, pas vraiment, c'est pas les femmes, pas les femmes. En fait, elle se déguisait en garçon, donc ça c'est son petit truc un peu rigolo, et elle se baladait au bras de prostituées, mais c'est vraiment, elle n'était pas vraiment féministe. C'est vrai qu'elle avait même demandé à la préfecture une autorisation spéciale pour pouvoir se travestir. Plutôt joli. Ensuite, on peut peut-être imaginer que... Oui, si. Comme elle écrivait ouvertement sur l'homosexualité, on peut peut-être se dire qu'elle était lesbienne. Bah, peut-être, mais elle était mariée. Enfin, il y a un couple qui allait bien et elle... Il était sérieux, lui, en plus, hein. Ils avaient une édition. L'un n'empêche pas l'autre, tu me diras. Mais... Oui, c'est sûr, mais bon, en l'occurrence... Mais elle écrit principalement des œuvres d'épouvante. Érotique aussi. Et bah oui. Oui, Monsieur Vénus à 24 ans, pas bien. Voilà. Voilà. C'est bizarre. Rachid, elle écrit tout. Basé sur les fantasmes, nécrophiles, Ouais, gérontophile, fétichiste, scatophile. Ouais. Nous, ce qui nous a bien plu, c'est son enfance, en fait. Elle a un père qui est militaire, qui est très brutal, qui voulait absolument avoir un garçon. Un père qui voulait absolument avoir un garçon, qui lui a appris à manier les armes, à monter à cheval. Une mère qui était noble, qui vivait dans la société parisienne, et puis eux, ils déménagent dans le Périgord noir, ils disent elle s'ennuie, et elle devient un peu spéciale, et elle s'adonne à des séances de spiritisme. Et elle appelle sa fille loup-garou. Et du coup, la gamine, elle est tout le temps toute seule, elle traîne parce que tout le monde est tout seul, la mère est toute seule, Elle est complètement la fille est toute isolée. Isolée, du coup, elle va se perdre dans la forêt où elle passe ses journées et ses nuits avec des musaraignes, des mulots, des trucs qui rentrent dégueulasses de la forêt, et ça devient ses amis. Voilà. Et Quand même spécial. dans le Périgord noir, il y a une coutume qui nous a fait beaucoup rire, enfin, non, ça nous a un peu choqué. Les paysans avaient pour habitude d'attraper des loups et de les clouer à des troncs d'arbres dans la forêt pour qu'ils expient leur âme. Voilà, donc tout ce qui a pu participer à l'imaginaire de Rachid, ça ne sort pas de nulle part. Et oui, et du coup, pardon, moi j'ai un extrait, on a retrouvé un extrait. Elle raconte quand elle a 16 ans. Quand elle a 16 ans, elle raconte que son père revient un jour tout fier d'avoir cloué tout fraîchement un loup sur un tronc d'arbre. Et on a cet extrait de Rachid qui en parle. De la vraie Rachid, quoi. La vraie Rachid. Je verrai toujours ce loup qui avait l'air d'une peau, sans autre chose que des pattes. Il ne remuait pas, il ne se plaignait pas, il grondait sourdement. Je fis le tour de l'arbre où il était et je vis la poignée de cette arme qu'on avait enfoncée dans sa cuisse. Je pris un effort qui n'était pas mince parce que j'avais 16 ans et je déclouai le loup.
il roula sur lui-même absolument comme une peau dans laquelle il n'y a plus rien. Qu'est-il devenu? Je ne l'ai pas vu se sauver, je ne l'ai pas vu s'en aller. Il ne s'est pas plaint, il a renversé la lanterne, je l'ai laissée là parce que je n'ai pas osé la chercher. Et puis je me suis enfuie et je me suis mise à courir parce qu'alors maintenant j'avais peur. Voilà. Rachid, il était bien sûr en fait. Alors ce qui est plutôt joli, c'est que hier, il y a une autrice qui était là au spectacle et qui nous a dit que le roman dont je vais vous parler dans 2 secondes, en fait, c'est la première fois qu'elle a eu des émois érotiques. C'était en lisant ce roman, qui s'appelle L'Animal. Et donc, en fait, L'Animal, c'est l'histoire d'une femme qui est très très déçue par les hommes et qui vit une histoire d'amour avec son chat. Et à la fin du roman, en fait, elle retombe amoureuse d'un homme et le chat, furieux, rentre à la maison et se venge et l'agresse. L'animal, à pas pénible et saccadé, faisait le tour du lit, rôdait, son poil se hérissant sur son dos comme une crinière. Au moment où l'or se risqua hors des draps, il retrouva toute son élasticité, s'élança d'un bond sur la poitrine de sa maîtresse, et avant qu'elle ait eu la pensée de se garantir, il lui sauta à la gorge, lui plantant ses 4 pattes armées d'ongles puissants dans les seins et ses crocs dans la gorge. Pendant que le corps de la femme s'écrasait sur le pavé de la rue, l'homme, avec des précautions infinies pour la réveiller plus doucement, tournait la clé dans la serrure. Et voilà donc du coup en guise de lot, je vous offre la carte de visite de Rachid, homme de lettres, avec derrière tous les surnoms qu'on a pu lui donner. Et sachez en fait qu'elle a suscité quand même l'engouement d'universitaire parce qu'il y a eu beaucoup d'articles sur elle. Elle en a écrit elle-même 13, et elle a écrit 65 romans. Donc elle écrivait à peu près 2 romans par an, c'est-à-dire qu'elle était quand même assez prolifique. Et elle est oubliée de tous. Aujourd'hui, plus personne ne la connaît, sauf peut-être quelques érudits, quelques pointus. Et surtout, elle est morte entourée. Alors, elle aimait vraiment beaucoup les bestioles. Elle est morte entourée de souris. Ok, 4e Et c'est parti! 4e tirage! Attention, attention, attention! Le 67! Ouh! Quel succès le 67! Le 79! Pas de succès le 79! Le 33! Alors, qui est Kikine en premier? Allez, Kiki pour le monsieur en bleu là-bas. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Vous avez gagné. Là, monsieur, là, c'est du gros lolo, monsieur. Alors c'est un peu long, mais vous allez voir, c'est bon. Alors, où sont vos belles cartes? Merci. Tenez, chérie. Nous en venons donc aux compositrices. Il y en avait tellement qu'on en a pris 4 en même temps. Et on a essayé de dégager des constantes dans leur destin en travaillant. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, waouh! Donc on a résumé tout ça. Et on va vous faire les 12 travaux herculéens des compositrices. Il y a Louise Farah, C'est moi, enfin que je l'interprète. que nous sommes en train d'écouter. Que c'est moi que j'ai fait ça. Il y a Pauline Viardot, Cécile Chaminade. Et enfin, Germaine Taillefer. Ça, c'est Faringue. Oui. Très bien. En 1, dans une famille aisée, tu naîtras. Ah oui, bah moi famille bourgeoise, hein. Moi aussi d'ailleurs, famille bourgeoise. Oui, moi aussi, petite bourgeoisie, mais bourgeoisie quand même. En 2, par défier ton père, tu commenceras.
Vous avez peut-être quelque chose à nous raconter, Germaine? Oui, moi, complètement, mon père était vraiment OK pour que j'ai ce qu'on appelle le petit vernis culturel. Vous savez, c'était cette petite base de connaissances que devait avoir toute bonne maîtresse de maison bourgeoise, petite connaissance en peinture, en littérature et en musique. Par contre, que je sois compositeur, hors de question. Et il dit que ma fille entre au conservatoire ou qu'elle aille faire le trottoir Saint-Michel, c'est pareil. Eh ben moi c'est pas trop la joie non plus avec mon père. En fait je suis même obligée de faire le mur pour pouvoir faire mon premier concert. Bon, alors moi c'est un peu l'exemple inverse. J'ai eu beaucoup de chance, ma famille était une famille d'artistes, donc autant dire que tout le monde a été père et mère totalement en soutien. Bon, ça touche un peu. Mais moi aussi j'ai une famille d'artistes et ça se passe vraiment bien aussi. Super. Ouais. En 3, entrée au conservatoire, tu essaieras. Bah alors moi, en fait Bizet était assez fan de moi. Et du coup quand j'ai voulu rentrer... Mais t'es rentrée au conservatoire du coup, pas avec Bizet? Non, j'ai pas fait le conservatoire. Il y a Bizet qui l'a recommandé quand même. Oui, non, c'est juste que c'était pas la question du travail. Non, j'ai pas fait le conservatoire. Moi, j'ai fait le conservatoire. J'étais premier prix d'harmonie en 1913, premier prix de composition en 1914, premier prix d'accompagnement en 1915, de fugue et de contrepoint. Bravo. Bravo. Moi j'ai commencé le piano quand j'avais 6 ans et comme mes parents croyaient fort en moi, en fait ils m'ont mis dans les mains de grands professeurs comme Moscheles et Hummel. Le dernier élève de Mozart. Oui. Wow. Donc que j'ai appris auprès des plus grands et j'ai appris très vite et à 15 ans j'ai rejoint le conservatoire. C'est un génie. Ouais, c'est vraiment un génie. C'est un génie. Merci. En 4, un mari toxique que tu éviteras. Ça, c'est mon chapitre. Voilà, donc au départ, dans ma prime jeunesse, je tombe très très amoureuse d'un violoniste, c'est la passion, ça marche pas, et puis là, je sens que je tomberai plus jamais amoureuse. Mais je me dis quand même, tiens, je vais me marier, et je me marie avec Ralph Barton, un caricaturiste qui vit aux États-Unis. J'émigre là-bas avec lui aux États-Unis, et là, c'est l'horreur, parce qu'en fait, mon piano est dans son atelier, il travaille jour et nuit, et j'ai pas accès au piano. Du coup, je reste là-haut, le nez dans des livres de cuisine, c'est l'horreur. Je fais une rencontre géniale, Charlie Chaplin, on s'entend trop bien. Je veux composer pour lui, notamment pour la musique du cirque. Et là, mon mari refuse. J'avais oublié qu'en fait, une femme mariée n'est pas libre. Il est super jaloux. Il est super jaloux, il ne supporte pas d'être comme Monsieur Taillefer. Il n'arrête pas de me faire du chantage au suicide. Je divorce, il se suicide. Je me remarie quand même une deuxième fois plus tard, il me bat. C'est long. Moi, en fait, je vis une histoire d'amour vraiment belle. Et en fait, quand j'ai 30 ans, je dois me séparer de lui parce que c'est pas possible. Et après, à partir de ce moment-là, je reste uniquement mariée à ma musique. Et ça s'arrête là. Je connais plus personne d'autre après. Mais moi, je connais l'amour et je connais un amour soutenant, la personne d'Aristide qui est vraiment tout sauf toxique, l'inverse, comme quoi ça change définitivement tout. En fait, il était flûtiste et il a arrêté sa carrière de flûtiste pensant qu'il était moins intéressant que moi en tant que musicien. Et donc, il s'est mis à promouvoir mon travail et à créer une maison d'édition, les maisons d'édition Farinck, pour distribuer, diffuser mon travail au plus grand nombre. Et il a même écrit, alors j'ai gardé cette lettre, mais je la garde au-dessus de mon lit, il a écrit à Johan Hummel. Madame Farinck a eu beaucoup de succès dans toutes les sociétés où elle s'est faite entendre. Je crois ne pas me tromper en assurant qu'elle a réussi comme aucune autre femme n'a réussi de nos jours. Pardon. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est très joli. Moi aussi, j'ai une très belle histoire d'amour avec mon mari. Ça se passe super bien. Oui, ton amant aussi. Oui, avec mon amant aussi, ça se passe très bien. Je dis ça parce qu'il est connu en fait. Non, mais tout est ton amant. il vit à côté de la maison, il fait partie de la famille. Elle est très aimée. Très soutenante. Très soutenant. Elle passe des bons moments. Je passe des bons moments. En 5, la critique misogyne, tu combattras. Alors, en 1928, il y a un critique qui écrit, en parlant de moi, une femme qui compose est semblable à un chien qui marche sur ses pattes de derrière. Ce qu'il fait n'est pas bien fait, mais vous êtes surpris de le voir faire. Ok. Alors lui, on fait les questions. Oh, fétiche. Johnson, et puis tu sais quoi, on va écrire aussi Barton, là, ton mari bien toxique. Ouais, elle a préparé, j'en suis sûre. Alors moi, du coup, j'en ai 2, pas piqué des hannetons. Berlioz, son travail est bien écrit et orchestré avec un talent rarement trouvé parmi les femmes. Et un autre petit de Fétide, je l'appelle, faisant preuve de dons extraordinaires et d'une rigueur masculine, d'une rigueur musicale toute masculine, Madame Farinck a su s'attirer la reconnaissance des connaisseurs avec de grandes propositions où s'exprime une force intellectuelle considérée comme difficilement accessible aux personnes de son sexe.
On aime. Eh ben, moi, ma copine George Sand dit de moi, c'est la seule femme que j'ai aimée avec un enthousiasme sans mélange, c'est le plus grand génie de l'époque, mais mon ami Camille Saint-Saëns m'appelle aussi Irrésistible LED. Donc, du coup, ça s'équilibre. 6. Ton talent, tu compromettras pour vendre, produire, bouffer, entretenir une famille. Alors moi, j'ai jamais compromis mon talent, quitte à passer pour sévère, je ne me suis jamais fourvoyée dans le lyrique, qui était tellement à la mode à mon époque, voilà, mais moi je déteste ça, j'aime la musique instrumentale, j'aime la musique symphonique, je suis, vous avez peut-être pu l'entendre au départ, mais j'aime vraiment, je suis inspirée par, je sais pas, Mozart, Beethoven, voilà, j'aime que ça. Donc du coup, je suis moins connue du grand public, mais je suis connue des connaisseurs, et ça me suffit très bien. Voilà. Non, moi non plus, j'ai jamais rien compromis, quitte à finir pauvre. Bon, moi, j'ai jamais rien compromis, et puis de toute façon, j'ai pas fini pauvre. Moi, je suis désolée, mais à 30 ans, en fait, mon père meurt. Et du coup, je dois subvenir aux besoins de la famille. Et là, je commence à accepter des contrats pas toujours très glorieux. Donc, il faut bien vivre, quoi. Okay. En 7, à l'absence de reconnaissance, tu survivras. À 30 ans, super âge. Oui, bonne année. Bonne année pour moi. À 30 ans, en fait, je veux passer un cap dans ma carrière. Du coup, je me dis, voilà, pour passer un cap dans la carrière d'une compositrice, il faut écrire un opéra, il faut composer un opéra. Donc du coup, je compose La Sévillane. Et avec La Sévillane, je vais voir Carvalho, le directeur de l'opéra comique, de l'opéra lyrique, de l'opéra comique, de l'opéra comique. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est ça, c'est bien, on est sur la bonne voie. Et en fait, Carvalho est un énorme misogyne. Et il refuse qu'une femme compositeur se produise chez lui. Donc, du coup, je remballe mon opéra et je commence à arrêter de vouloir écrire des choses d'un niveau plus élevé. Plus d'ambition. Ouais. Alors moi, en fait, j'étais reconnue en tant que compositrice. Non, ça n'existe pas, compositrice, donc compositeur. Par contre, en tant que professeur au conservatoire, quand je suis rentrée, j'étais autant diplômée que mes collègues, mais j'étais moins payée. Donc je me suis pas laissée faire et finalement, j'ai réussi à gagner gain de cause, à avoir gain de cause et à avoir un salaire égal. Alors pour moi, j'étais, selon Éric Satie, sa fille musicale. Je faisais partie du groupe des 6. Darius Milhaud, Arthur Honegger, Georges Auric, Germaine Taillefer. Voilà, ça c'est mon drame à moi. C'est-à-dire que c'est le club des 5 en fait. Oh, 8, au malheur de la vie, tu survivras. Moi j'ai fait le tour. Oui, peut-être pas. Ah non, j'ai quand même fini extrêmement pauvre, c'est-à-dire mais tellement pauvre que dans les années 80, il y a un ami qui dirigeait l'école alsacienne, qui est une école amateur, qui m'a proposé, pour que j'ai au moins une couverture sociale, d'être pianiste d'accompagnement pour les cours de danse des petites filles. Ok. Voilà. De Germaine Taillefer. Enfin, c'est. Voilà. Ok. Voilà. Et ben moi en fait à 54 ans, la guerre de 14 éclate. Et du coup, j'arrête complètement de composer. Et je deviens vraiment aigrie. Et en fait, on est obligé de m'amputer d'un pied parce que je suis un régime végétarien mal conçu. Et à partir de ce moment-là, je dérive complètement et on finit par peu à peu m'oublier. Je finis seule. Moi ça va. Juste quand j'ai 12 ans, ma sœur en fait meurt d'une chute à cheval. Et ma sœur en fait c'est la Malibran, c'est une cantatrice connue dans l'Europe tout entière, tout ça. Et moi je voulais juste composer tranquillement et en fait mes parents m'ont forcée à prendre sa place sur scène. Donc ils m'ont habillée comme elle, ils m'ont coiffée comme elle, ils m'ont mis ses bijoux et ils m'ont balancée sur scène à sa place. Ma mère disait « tu feras, tu seras, tu chanteras ». Et j'acquiesçais comme acquiescent les simples. Ma tête, de haut en bas, sans comprendre, sans attendre. J'ai dit oui, en souriant avec la pâleur d'une aquarelle. J'ai sûrement dit oui, j'ai consenti, sûrement. Et me voilà dans ta robe, dans tes bijoux face à vous. J'ai froid, sur mon cou tes pierres comme autant de doigts froids. Je te vois, sœur. Ta robe bouge avec le souvenir de toi. Je reste là devant vous dans la lumière crue, debout dans ma douleur. Droite, face à vos yeux petits, et toutes vos têtes d'oiseaux se sont tournées vers moi, retenant leur souffle. Et là,
se produit l'impensable. Je chante. Je chante, ma sœur séparée. Ma sœur, je voulais que tu saches. Les oiseaux ont enfoui leur tête. Ils cachaient leurs larmes. Tu vivais dans nos voix mêlées. Petit ange blond, petit ange brun. Ils étaient subjugués. Ils m'écoutaient et se recueillaient, tremblants. Ils savaient, ils avaient tout compris et me voyaient chanter mon fantôme. Ma sœur, ce fut un triomphe. Et je chantais ce que ton souvenir chantait. Pauline Biardot, voilà, c'est quand même putain de beau. Ça fait vraiment chier que vous connaissiez pas. Mais vous avez beaucoup de chance, parce qu'à 17h, si vous êtes très rapide, il y a un concert avec des compositrices qui sont jouées. Toutes celles-là, elles vont être jouées. C'est aux éditions des femmes, 35 rue Jacob. Voilà. On continue. 9, aux enfants, tu survivras. Oui, au moment où Ralph Barton me menaçait avec son revolver, qu'il voulait se suicider, j'étais enceinte et du coup j'ai fait une fausse couche. Eh ben moi j'ai choisi de ne pas faire d'enfants. Moi j'ai 4 enfants, ça se passe très bien. Bon, faut dire que chez moi c'est probablement le partage des tâches et puis surtout voilà, il y avait des sous quoi, il y avait des sous. Et puis moi j'ai perdu ma fille unique, Victorine, elle avait 33 ans, elle était promise à un grand avenir de pianiste et elle est morte de la tuberculose et j'ai arrêté immédiatement de composer. 10, par ta seule fortune, tu te produiras. Oui, alors là, je vais juste citer, voilà. La foule n'a jamais acclamé mon nom. Trop faible pour me frayer moi-même un chemin, je n'ai trouvé constamment sur mes pas que des résistances et des jalousies obstinées. Jamais le conservatoire n'a eu l'idée de s'emparer des grandes compositions instrumentales que j'ai écrites, et je suis réduite pour entrer en communication avec mon propre public, à organiser mes propres concerts dans ma propre maison, chez moi, avec Harry. En 11, tes complexes et ta timidité, tu vaincras. Timide, évidemment. Complètement, parce qu'on est toutes timides. Voilà. Sauf que moi, j'ai été encouragée depuis le début, et je peux vous le dire, les filles, ça change tout en effet, parce que j'ai réussi à vaincre, grâce à ça, mes complexes. Wow. Ah bah, c'est top. Moi, jamais. En fait, je suis trop timide. C'est un enfer. Avec ce que tu composes, ouais, mais ouais, je suis timide. Incroyable. Écoutez, timidité. Voilà, écoutez, de la timidité. Ça, c'est de la timidité. Non, ceci n'est pas Star Wars. C'est pas George Lucas. C'est pas John Williams. C'est pas John Williams. C'est bien moi. C'est pas un péplum. C'est la petite chaminade. Petite fragile. Ouais, et ce qui est horrible, c'est que je suis super timide, mais j'ai horreur des voyages. Je déteste ça, et en fait, je suis tout le temps tournée. Elle va partout. Parce qu'on m'aime tellement, on me veut tellement. Roosevelt, tu m'invites à déjeuner, la reine Victoria, m'invite à la séjourner à Windsor avec elle. Il y a même des clubs chaminades aux États-Unis, parce que les gens me kiffent tellement là-bas, je suis vraiment une star, quoi. Mais je suis quand même très timide. Voilà. Quant à moi,
groupe des 6. Personne ne me connaît et pourtant toutes les femmes sont jalouses de moi parce que je suis la seule femme du groupe des 6. Donc c'est vrai. Voilà. En 12, la Légion d'honneur, tu rapporteras. La Légion d'honneur, mademoiselle. Alors moi, je suis née en 1804, donc autant vous dire qu'à l'époque, la Légion d'honneur, pour les femmes, ça n'existe pas. Eh bien moi, je suis la première femme à remporter la Légion d'honneur, la première femme compositeur à avoir la Légion d'honneur en 1913. Bravo. Eh oui, chère Germaine. Et alors, pour ce qui me concerne, je collabore avec un grand dramaturge dont la place est juste là, on s'est aperçu en buvant un café de là, Paul Claudel, vous voyez. Je collabore avec lui, j'écris la musique de Sous les remparts d'Athènes. Il ne voulait pas travailler avec un compositeur homme parce qu'il voulait garder la main mise sur tout le travail artistique. Et donc il choisit une femme qui est plus malléable et plus souple. C'est ça que je dis. Moi je suis de bonne composition, donc ça me va très bien. Je me régale à travailler avec lui, on fait quelque chose de super. Et à ce moment-là, Paul Claudel, pour me remercier de mon travail artistique, fait octroyer la Légion d'honneur à mon mari. Donc je répète, à ce moment-là, Paul Claudel, pour me remercier de mon talent, donne la Légion d'honneur à Ralph Barton. Je vais le redire une troisième fois. On aime, hein? On aime. On va le donner. Ralph Barton a la Légion d'honneur pour rien. Voilà. Alors, Claudel écrit sur un papier pour Camille. Et t'as aussi ça, vous pouvez l'écouter. Voilà, ça c'est à faire. Voilà, donc c'est quand même très très bien. Donc au bout d'un moment, ils ont été obligés de me donner une Légion d'honneur. Mais là, j'avais 73 ans, j'étais plus du tout connue. 10 ans, ça mort. 10 ans avant de crever. Il donne la Légion d'honneur. J'ai eu une petite Légion d'honneur. Voilà. Alors donc, monsieur, vous remportez ce magnifique pass VIP pour le concert au Stade de France de Germaine Taillefer. Avec en première partie les petits vernissages, Pino, Rick, Poulain, que je voudrais au dégât, mais bon, ça, ce qui compte, c'est Germaine, quoi. On vous l'offre, monsieur. Chance à vous. Bravo. Alors voilà, une fois qu'on s'était bien énervé sur les destins des compositrices, on s'est dit tiens, mais quid des compositeurs? Donc là, nous avons trouvé 4 mini-travaux pour les compositeurs. En 1, Peut-être que d'abord, on pourrait faire un petit... Oh pardon, je dis rien. En un. Je vous laisse parler. En 1, dans un milieu bourgeois, tu naîtras. en 2, Par défier ton père, tu commenceras. en 3, en réseau, tu fonctionneras. En 4, Des enfants, tu t'en branleras. et c'est reparti, tirage. on y va. On y va. Mesdames et messieurs, le 8. Le 8. Le 17. Le 17. J'ai plein de G. Le 39. Ouais, vraiment. Alors là, on va vous parler maintenant des peintresses. Marie Bracmont, Lucie Cousturier. Lucie Cousturier, voilà. Marie Bracmont, voilà. Est-ce que vous avez leurs œuvres en tête? Non, bien sûr. Bah, nous non plus, parce qu'on les a jamais vues. En fait. Voilà, pas du tout. Dans les musées. Ça, c'est la partie qui nous énerve. Vraiment. Voilà, et quand on a commencé à travailler sur elle, on s'est dit youpi, on va aller au musée d'Orsay pour voir un petit peu ce qu'il en est, parce qu'il y a quand même vachement de trucs à Orsay. C'est non des impressionnistes. Oulala, je sens qu'il y a du vécu. Il y a du vécu. Non, voilà, on est allé à Orsay parce qu'on voulait voir absolument ces magnifiques peintresses. Donc j'y suis allée avec mon bébé, ma poussette, et j'y suis allée et je suis allée voir. Je lui ai dit, tu vas voir, on va voir du Marie Bracmont, ça va être dingue. Et là, on n'a rien vu du tout. Donc je suis allée demander aux galeries, je lui ai dit, quid, mais où est Marie Bracmont? Vous en avez pas? J'avais entendu parler que j'ai entendu dire que vous en aviez au moins une. Il dit, mais oui, on en a 2 en réserve. D'accord, super, merci beaucoup. Et Lucie Cousturier, oui, ça doit être par là. Je suis d'accord. Et là, je m'approche et je vais voir Lucie Cousturier et je m'enfonce dans un long couloir qui mène à une sortie de secours avec un truc à incendie. Et là, je vois en effet notre petite Lucie Cousturier au trou de queue du loup comme ça. Et je me dis, c'est pas possible. Donc là, je suis revenue énervée auprès de mes amis et je leur ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On va écrire une lettre, on va faire quelque chose. Donc on a écrit pas une, mais 2 lettres. Et c'est encore que le début. Parce qu'on va en écrire plein. Voilà, on va en écrire plein. On leur a envoyé en recommandé. Absolument. Avec accusé de réception. Voilà. Je veux que Marie Bracmont et Lucie Cousturier sortent de l'ombre. Je demande à ce que l'on se souvienne de leurs noms aux côtés de Signac, Manet, Monet, Van Gogh. Je réclame pour elles le droit à la postérité. Je veux
Quelle concurrence sur les boîtes à biscuits, le déjeuner sur l'herbe. Je veux qu'on les imprime en série sur le calendrier des postes. Les dessous de verre, les porte-clés et les tapis de souris. Je veux les retrouver dans la salle d'attente de mon dentiste à Romorantin. Et dans la chambre d'un hôtel miteux de Thionville. Sur les serviettes en papier de l'anniversaire à 50 ans d'Yveline. Sur les cravates du VRP de Carcassonne. Sur une cuvette de chiottes. Il n'y a aucun problème pourvu qu'on les ait sous le nez. Je veux qu'on les regarde, qu'on les accroche au mur, Qu'on se les file de mère en fille, qu'on se les échange. Qu'on les commente, qu'on les critique. qu'on les juge, qu'on les apprenne à l'école, qu'on les donne en exemple. Qu'on se pâme devant. Ces meufs S'ennuie. Avoir 10 ans et traîner les pieds avec toute ma classe au musée d'Orsay et m'emmerder devant leur toile. Avoir 15 ans et rouler des grosses pelles devant leur toile. Avoir 75 ans et m'acheter le foulard imprimé à la boutique en sortant. Les avoir sous le nez, près du cœur et partout dans ma tête quand je commencerai mes études aux Beaux-Arts, fière de savoir qu'avant moi des femmes ont écrit et pensé la peinture. Sûre de regarder les chefs-d'œuvre. Sûre de ne pas douter d'elles quand je dirai qu'en leur temps, elles étaient des génies. Seul le mug aujourd'hui est la preuve incontestée du génie passé. Alors oui, on veut boire notre café dans un mug de Marron. J'y vais. Attention, attention. 82. 82. 82. Ah, 82. 4. Le 4. Ouais. J'ai roulé déjà. Ah. 27. Le 27. Et y aurait-il une petite kikine quelque part? Vous êtes un petit peu improvisation chargée. Je vous en prie. Alors, pour rester totalement Covid-friendly, vous ne pouvez pas boire. Hein. C'est le geste qui compte. Alors, Eliane Grimêtre, Julia Vermanger, c'est votre premier pseudonyme, mais c'est sous le nom de Gilles Thomas, un pseudonyme masculin, que vous rencontrez enfin le succès que vous méritez. Julia, je suis extrêmement fan de vous, je suis très émue pour votre genre. Alors, vous êtes mon fils de SF favorite. Alors, Julia, en fait, tous les connaisseurs de SF vous connaissent, hein, de la série Feu Noir. Les collectionneurs acharnés connaissent vos plus gros romans, mais surtout L'autoroute sauvage qui préfigure Mad Max. Julia, c'est incroyable, c'est l'histoire de Gérald. Alors bon, Gérald, voilà, parce que Julia, vous adorez les prénoms franchouillards, hein, chez vos héros et vos héroïnes, chez vos héros et vos héroïnes. Alors ça va être Gérald, ça va être Annie, Marité, ça va être Dédé, Robert, voilà, bref. Mais en fait, Gérald, c'est l'histoire d'un homme qui erre pieds nus, qui évite des cannibales, qui se retrouve à Paris, et là-bas, la peste a tout ravagé. Et il y a des femmes qui lisent dans la tête des gens, et c'est trop bien, Julien. Oui, c'est post-apocalyptique, c'est oui, alors le lot, c'est ce que l'affiche de Mad Max aurait vraiment dû être. Voilà, Mad Julia. Pour cette dame avec la veste en jean. À mettre dans vos toilettes, dans votre bureau. On vous le redonne tout à l'heure. Ok, très bien. 7e tirage. 7. Le 26. 46. 48. Comment? On a entendu quelque chose? Kin. Mais oui, en plus, je me suis trompée. Pardon, je suis honteuse. Mais oui, c'est cette dame avec la veste en jean là. Mais pardon.
vraiment très beau. Oui, c'est... Les réalisatrices, on en a encore sélectionné uniquement 4, mais elles sont absolument formidables. J'ai nommé Germaine Dulac. Vous connaissez? Germaine Dulac, elle est là-haut. Germaine Dulac ici. J'ai nommé Musidora. Musidora, elle est ici. J'ai nommé Jacqueline Audry. Jacotte. Et Sarah Maldoror. Et Sarah Maldoror, ici. Des merveilles. Alors déjà, on va commencer par vous montrer des petits extraits juste pour que vous ayez un petit peu. On a un C'est écran vrai, c'est absolument vrai. incroyable. On est 3 mètres sur le dos. On a un vidéo génial. Ah ouais. On est technologique. Il n'y a pas de son. Ça, c'est Germaine Dulac. Vous voyez? Oui, il n'y a pas de son, c'est normal. Quand vous voyez un peu, ça c'est Germaine Dulac. Un de ses chefs-d'œuvre. 1923. On y va. Non, je sais pas, je vais raconter un petit peu. Première investie. Ça, c'est Musidora. Musidora. Aussi, que vous voyez dans un film de Louis Feuillade. Parce qu'aucun des films de Musidora ne sont visibles. Ce qu'elle a réalisé. Okay. On la voit seulement en tant que comédienne alors qu'elle est. Mais c'est une grande inspiratrice. Peut-être annoncer un petit peu. Ah, j'ai un peu. Ça, c'est Sambizanga. Pardon, j'avance un peu trop. Ça, c'est Sarah Maldoror. Alors, là, on va passer à Jacqueline Audry. On essaie de faire les choses un petit peu dans l'ordre. Je vous en prie. Jacqueline Audry. On va passer à Sarah Maldoror, la dernière. On va voir les textes. Voilà, et vous allez donc recevoir en gros lot le premier exemplaire de ce comics qui s'appelle Galaxy Female Gaze, créé à partir de toutes les héroïnes de ces réalisatrices extraordinaires. La première, c'est La Souriante Madame Bedet, un film de 1923. Avec la souriante Madame Bedet, excusez-moi madame, en 1923, Germaine Dulac met en scène une vie de femme, étranglée par les liens sacrés du mariage. Dans ce film féministe qu'on pourrait même qualifier de female gaze, la cinéaste explore toutes les ressources techniques de cet art nouveau qu'est le cinématographe. Voilà. Ensuite, autre héroïne, Irma Vep. Et alors là, nous avons un petit problème de mathématiques pour les professeurs et les professoresses de mathématiques. Si et seulement si je suis la première vente de l'histoire du cinéma, si et seulement si j'écris des poèmes, des chansons, des pièces de théâtre, je publie des livres, si et seulement si André Breton, Aragon m'écrivent des pièces de théâtre, Colette est ma grande amie, etc., etc. Et si et seulement si je fonde la Cinémathèque française avec Henri Langlois et que je donne l'intégralité de mes archives, Et de mon carnet d'adresse. Et de mon carnet d'adresse. Quelle est donc la probabilité, messieurs, dames, qu'aujourd'hui je sois totalement oubliée et que mes films ne soient pas visibles? Hein? Voilà. Musidora. Ensuite, Jacqueline Audry, avec ce film incroyable, La Garçonne, en 1957. Alors, Jacqueline Audry, La femme libre. C'est que des figures de femmes libres dans Olivia, donc dans La Garçonne. Vous voulez le chanter? Oui, dans La Garçonne, en gros, il y a Colette Mars qui chante « Le regard lourd, les cheveux courts, cigarette au bec, oui, voici la garçonne. Elle agit comme font tous les hommes. C'est l'indépendance pour elle enfin qui sonne. » Et surtout, c'est une femme qui a eu accès à des gros budgets et qui a fait des westerns, c'est fou. Des westerns Canard. avec des super grosses distributions. Enfin, ça ressemble vraiment à des films américains. Je veux dire, ça n'a rien à envier aux films Mais en américains. canard. Voilà, mais on la connaît pas. Ok. Non, personne ne la connaît. Et enfin, je suis une Française. Je suis une femme française. Je suis une femme. Je suis une femme française. Je suis une femme française noire. Je suis une femme française noire qui a réalisé une quarantaine de films. Militante, Marxiste. rebelle. Anticolonialiste. Je parcours le monde entier avec mes 2 filles.
Je suis mariée à un poète, Militant, Marxiste. rebelle, anticolonialiste, cofondateur du mouvement pour la libération de l'Angola. Je suis pionnière du cinéma panafricain et j'incite les femmes et les hommes à prendre la caméra comme d'autres prennent les armes. Césaire, mon ami, dit de moi à Sarah Maldoror, qui, caméra au point, combat l'oppression, l'aliénation et défie la connerie humaine. Et là, vous voyez Maria, l'héroïne de Sambizanga. Vous y avez accès sur YouTube. C'est pas en très bonne qualité, c'est en anglais, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un des rares films auxquels on peut avoir accès. Et c'est une splendeur. Et c'est une splendeur. Et en fait, elle est morte très récemment, en avril, là. Elle est morte du Covid. Et sans ça, on l'aurait pas su. On n'aurait pas su qu'elle avait existé. Ouais. C'est très fou. Voilà. Donc, voilà. Allez, c'est c'est fou. Allez, dernier tirage, c'est parti. Et donc, On remet le lot. mais Pardon. remportez ce lot. C'est fou. Cette fois-ci, c'est le tirage. Le dernier tirage sera effectué par notre Claire. Notre Claire, c'est Attention, c'est parti pour ce dernier tirage. Dernière chance de gagner un lolo, mesdames et messieurs. Attention, le 77. 77. Ah, nobody. Chou blanc. Le 92. Ah. Le 2. Ah, oh, attention. Le 38. Il n'y a pas une petite kikide derrière les fagots? Non? Il n'y a pas une petite kikide là? Bravo madame! Vous avez gagné ce lot! C'est formidable! On est très heureuse pour vous! Alors, ce lolo! Oui, alors, avant de vous remettre ce lot, on doit d'abord revenir à cette allégorie fondamentale qui nous poursuit encore malheureusement et qui compare de tout temps la femme à une fleur. musique. Nous devons recontextualiser l'époque. C'est un peu fort. C'est un peu fort. 1235. Nous sommes en plein Moyen-Âge, au cœur du grand succès littéraire, le roman de la Rose, qui se présente à la postérité comme un bréviaire amoureux. On connaît. On a lu visiblement. Ce long poème de 4000 vers est écrit en 2 parties. Tout d'abord par Guillaume de Loris, qui nous fait entrer dans un verger entouré de remparts. Il s'agit d'un rêve dans lequel un chevalier doit entrer dans un verger entouré de remparts. Il s'agit d'un rêve, je l'ai dit déjà, et accéder à un trésor précieux. Ah oui, un bouton de rose au cœur d'un jardin blanc. La rose reste immobile, Passive. Ouais, là on est loin du film LV, ouais. et autour d'elle se déploie la quête du héros. Doux regard, oiseuse, liesse, courtoisie. On y croise le dieu d'amour vêtu de fleurs et recouvert d'oiseaux perchés qui distribuent des fleurs à sa guise. Le jouvenceau, le doux regard, oui, on l'a déjà dit, Voilà. les dames du verger. Et le poème, c'est cette dame là-bas, le poème est de nombreuses fois copié et diffusé dans l'Europe entière. Les éditions rivalisent de beauté et de créativité. Les enlumineurs l'illustrent avec brio. Et nous vous offrons aujourd'hui, madame, cette boule à neige, représentant un détail du travail de l'enlumineur, monsieur Richard de Montbaston. Alors, si vous regardez avec attention, vous verrez une nonne contemplant un arbre à couilles. C'est même plutôt un arbre à bite, d'ailleurs, si je puis me permettre. Un couaille en vieux François. Et ce n'est que plus tard En détail que l'on s'est aperçu que ce n'était pas Richard qui avait fait ce dessin, mais Jeanne, sa femme, qui dessinait dans l'ombre. Et le secret. Voilà pour la première partie. On rappelle, donc, ce roman est écrit en 2 parties. 40 ans plus tard, c'est Jean Demain qui s'y colle. Un auteur satirique. Oui, c'était un petit peu le bigard de l'époque, quoi. Mais c'est sûr que là, on est un petit peu plus loin de la rose. Ouais, les dames du verger s'en prennent plein la gueule sans que ça choque personne, mais bon. Et en même temps, c'est redoutablement bien écrit. Donc, c'est ça le fond du problème. Et vous allez-vous réussir à repérer les clichés qui sont toujours en vigueur,
Attendez que je trouve ma page. Il est vrai qu'une femme s'enflamme facilement de colère. Virgile lui-même, qui en savait beaucoup sur leur conduite, atteste qu'une femme n'aura jamais assez de stabilité pour échapper à l'inconstance et au changement. C'est un animal fort irritable. Salomon dit que jamais créature n'eut autant de disposition au vice. Tite Live aussi, grand connaisseur des us et coutumes de la gente féminine, dit qu'elles sont crédules et naïves et de nature malléable et cupide. Et voilà, c'est long. Hein. Voilà. Et donc ça fait marrer tout le monde, y compris les hommes d'église, sauf une femme. Et j'ai nommé Christine de Pisan, une femme chaste, intellectuelle, droite, terriblement intelligente. Eh bien, bonjour messieurs, dames, bonjour les téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voici notre émission, le masque et la burne. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur le plateau Madame Christine de Pisan. Alors, Madame, vous êtes une femme remarquable. Vous recevez, grâce à votre père, une éducation, ce qui est absolument rare pour l'époque. Et à la mort de votre mari, vous choisissez de ne pas vous remarier. Non, vous préférez rester seulette, comme vous dites, et vous occuper de vos 3 enfants. Et malgré tout, vous trouvez le temps et l'énergie d'écrire une 40aine d'ouvrages. Et vous êtes lus, messieurs, dames, vous êtes lus par les rois et les reines. Et malgré tout, personne ne vous connaît. Et ça, c'est complètement dingue. Et vous êtes ici aujourd'hui pour vous attaquer à un monument de la littérature française, un best-seller en soi, on va dire, le roman de la Rose. Donc voici, ici présent, messieurs, dames, je vous laisse applaudir, Monsieur Jean Demain. Oui, enfin, moi je trouve effectivement que ce roman, Jean Demain, donne une vision de la femme plein de défauts. Vous reprochez aux femmes d'être frivoles, changeantes, légères, de faible tempérament, malléables comme les enfants et entièrement dépourvues de caractère. Mais les hommes sont-ils donc à ce point courageux que l'inconstance leur est tout à la fois étrangère ou presque? Je vous en prie, madame, mademoiselle, on ne sait pas, c'est écrit. Je vous en prie, je vous prie de bien vouloir ne pas dénigrer ce que j'ai écrit. Je n'ai nullement agi par exaltation, par colère, par haine, par vice, par envie vis-à-vis des femmes, mais la raison qui m'a fait mettre tout ça par écrit, c'est de nous permettre, de vous connaître. Merci beaucoup, Jean Demain, c'est très très aimable à vous. Mais justement, moi aussi, j'écris sur les hommes pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Et d'ailleurs, dans mon best-seller La Cité des Dames, je détaille la constance des empereurs depuis l'Antiquité. Parce qu'en gros, on retient César, Octave, Trajan, Titus, et l'histoire oublie la foule de branques derrière. Franchement, pour un bon, on en trouve 10 mauvais. Et je pourrais t'en dire autant des papes et des gens de Sainte-Église. C'est incroyable, quel style, quelle éloquence, c'est tellement beau de voir une femme qui pense. Vraiment. Et pourtant, ce qui est absolument fou, Madame de Pisan, c'est que Lançon, le célèbre historien de la littérature, a dit de vous, je cite, que vous étiez la première d'une insupportable lignée de femmes auteurs, bonne épouse, bonne mère, mais dont le travail était d'une universelle médiocrité. Et donc, Monsieur Jean Demain, vous allez maintenant... Non, mais attendez, là, j'aimerais bien juste revenir sur ce que vous venez de dire. Même pas dans la gare des Michards. Tais-toi. Un petit extrait donc du roman de la Rose, s'il vous plaît. Un petit extrait qui est pas piqué des hannetons, et je vais vous dire surtout d'une incroyable éloquence allégorique. Alors j'ai tant fait et tant cheminé avec mon bourdon, sans férule, que sans tarder je me suis agenouillée en homme vigoureux et agile entre les 2 beaux petits piliers. Je relevai un peu le rideau qui couvrait les reliques. Je m'approchai alors de la statue que je savais être près du reliquaire. Je la baisai fort dévotement. Et afin de le mettre en toute sécurité dans son étui, je voulus introduire dans la meurtrière mon bourdon, derrière lequel pendait la besace. Je crus bien pouvoir y lancer d'emblée, mais il est ressorti. Et moi, je l'ai planté de rechef. Mais mes efforts étaient vains. Toujours il reculait et n'arrivait en aucune façon à y pénétrer, car j'avais rencontré à l'intérieur une palissade que je sentais bien sans la voir, dont l'intérieur de la meurtrière avait été pourvu dès le moment de sa construction. Il me fallut y donner de vigoureux assauts, y donner de nombreux coups de boutoir et essuyer des échecs répétés. Et moi qui m'évertuais à ce point ici, qui était tout trempé de sueur à cause du tourment que j'éprouvais en voyant que je n'arrivais pas à briser immédiatement cette palissade, j'étais bien, je crois, aussi épuisé qu'Hercule, ou plus encore, à force de heurter, j'ai fini toutefois par apercevoir une voie étroite, par où je pourrais bien passer au-delà, mais il me fallut casser la palissade. Je finis par briser la palissade avec le bourdon.
Je me suis introduit dans la meurtrière, mais je n'y entrais pas à moitié. Cela m'ennuyait de ne pas y entrer plus profond, mais impossible d'aller plus loin. Si je connais bien la nature du passage, personne n'y avait encore passé. J'étais le tout premier à le faire et l'endroit n'était pas encore coutumier de recevoir des péages. Avérez, là, en fait, il s'agit d'un viol. Jean Demain. C'est de la littérature. Non. La littérature n'est pas un alibi, Jean Demain. C'est de la littérature. Non, attendez. Elle est super ton allégorie là. Elle est géniale. Vraiment, c'est tu rigoles, tu pars. C'est super. Mais en fait, le reliquat, il dit quoi? Parce qu'il y a un être humain là. Autour de ton allégorie, il y a un être humain autour du reliquat. Il dit quoi? Excusez-moi, c'est de la littérature. Non, la littérature n'est pas un alibi. C'est un ton. Je ne suis pas C'est d'accord. un auteur. Elle a dit oui, elle a consenti, ou alors elle a dit non. T'as cru qu'elle avait dit oui en fait. Moi, je suis navrée et outrée d'entendre des hommes répéter que les femmes veulent être violées et qu'il ne leur déplaît point d'être forcées, même si elles s'en défendent tout haut, car je ne saurais croire qu'elles prennent plaisir à une telle abomination. Au contraire, aucune douleur ne leur saurait être plus insupportable. Et ça, Christine, elle l'écrit en 1405. Qu'ils se taisent donc, qu'ils se taisent dorénavant, tous leurs complices et alliés qui disent du mal de nous dans leurs écrits ou leurs poèmes, qu'ils baissent les yeux de honte d'avoir tant osé mentir dans leurs livres. Marguerite Porrette. Oh, on a oublié Marguerite. On a failli oublier Marguerite. C'est bizarre, Marguerite Porrette, on la connaissait pas. On l'a rencontrée sur Google quand on commençait à travailler. Marguerite, c'est la piéta là-haut. Voilà. On l'a découverte en juin. C'était une mystique incroyable. Une femme qui, en 1300, se lève contre une assemblée d'ecclésiastes pour exposer son point de vue sur sa relation à Dieu, sur l'amour. Et elle a tellement d'amour en elle qu'elle ne va jamais s'arrêter. Toute sa vie, elle va parler aux hommes d'église pour leur dire « Votre vision de l'amour n'est pas la bonne, votre vision de Dieu n'est pas la bonne. » Et elle va s'entêter parce qu'elle croit en elle, elle croit en ses idées. Elle croit énormément en ses idées. Elle est au départ dans une communauté qui s'appelle les Béguines, et communauté de femmes qui vit entre elles, pas de mendicité, elles font tout, elles agissent. Et au bout d'un moment, elle va s'en extraire parce qu'en fait, ses idées vont changer. Quand elle va écrire ce livre dont on va vous parler, elle commence à prendre chemin seule et libre, et seule, mais libre et seule. Et le titre du livre est absolument bouleversé. C'est un poème en soi. Le miroir des âmes simples et anéanties, et qui seulement demeurent en vouloir et désir d'amour. C'est très beau, c'est mystique, c'est très difficile à lire, on a essayé. C'est hyper exigeant. Compliqué. Mais ça existe, on se dit souvent c'est impalpable, on ne peut pas se le procurer si. C'est ça palpable. existe. C'est là. Et d'ailleurs, c'est tellement palpable qu'il y a même des gens qui sont fans d'elle et qui lui laissent des commentaires sur YouTube. Chère Marguerite, quel beau prénom tu as, on ne se connaît pas. Tu es morte depuis 704 ans et à l'époque, j'étais même pas née. J'ai entendu parler de toi pour la première fois il y a quelques mois à peine. Je sais que tu étais une béguine, que tu as été brûlée vive avec le livre qui t'a valu cette condamnation, place de l'Hôtel de Ville à Paris, parce que c'est le premier être humain, Marguerite Porrette, à être brûlée vive sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Là où il y a la patinoire en hiver. Voilà, c'est ça. La prochaine fois que j'y passerai, j'y déposerai une Marguerite. Je t'embrasse avec une infinie tendresse. Et les gens de main, tout ça, on y va. Ouais, on s'est fait. Claudel, Johnson, Carvalho, merveille. Fétis. Petite incantation de Virginia Woolf. Réduisez l'université en cendres. Brûlez les vieilles hypocrisies. Que la lumière du brasier effraie les rossignols, qu'elle empourpre les saules. Que les filles des hommes éduqués fassent la ronde autour du feu, qu'elles entretiennent la flamme en y jetant des brassées de feuilles mortes. Et des plus hautes fenêtres que leur mère se penche et crie. Brûle, brûle, car nous en avons fini avec cette éducation.
des oreillers d'autrefois. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émorcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières, les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. J'ai des selles qui attendent, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, on découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague, de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger.